Cet homme s'appelle Joseph John Kindler. En septembre 1984, il était incarcéré à la prison de Philadelphie, aux États-Unis. Kindler a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. C'était un meurtre prémédité et on lui a imposé la peine de mort. Nous étions préoccupés parce qu'il avait déclaré qu'on ne l'aurait pas vivant. Soit il allait en prison, soit il allait à la morgue. Il n'y avait pas d'autre option. C'était notre mot d'ordre. Le 19 septembre 1984, Joseph John Kindler s'évade du pénitencier de Philadelphie. Et c'est au Canada qu'il choisit de s'enfuir. À la fin de l'été 1984, des travaux de réfection ont lieu à la prison de Philadelphie, où sont enfermés de dangereux détenus. Le 19 septembre, Joseph John Kindler, un meurtrier condamné à la peine de mort, profite d'un moment d'inattention des ouvriers pour voler une scie à métal. C'est sûr que si je vais avec des travailleurs dans le secteur où est Joseph Kindler, j'ai tout avantage à m'assurer que l'ouvrier va ressortir avec tous ses outils. Parce que c'est un individu qui est très débrouillard et qui est capable de faire beaucoup avec peu. Le soir venu, Joseph John Kindler se met à l'œuvre. Il scie un à un les barreaux de sa cellule. Kindler a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. C'était un meurtre prémédité. Et on lui a imposé la peine de mort. C'est évident que là, même si les exécutions sont très rares en Pennsylvanie, il n'attend pas d'entrer dans le couloir de la mort. Il décide de s'évader. Kindler sort par la fenêtre de sa cellule et saute dans la cour qui se trouve un étage plus bas. Pour éviter d'être repéré, il rampe comme un serpent jusqu'à la double clôture, située de l'autre côté de la cour. Kindler, c'était un gars très en forme. Il s'entraînait beaucoup. Il pouvait faire beaucoup de choses, là, sauter des clôtures, courir. Il n'y avait pas de problème pour lui. Agile comme un chat, Kindler bondit sur la première clôture de 6 mètres qu'il escalade d'un trait. Il refait le même manège pour franchir la deuxième clôture et prend la clé des champs. Au moment où les gardiens du pénitencier de Philadelphie se rendent compte que Joseph John Kindler manque à l'appel, l'évadé est déjà loin. Il fait route vers le Canada. Évidemment, ici, il n'y a plus la peine de mort et il pense pouvoir refaire sa vie plus discrètement et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et donc, se dirige vers le Québec. C'est des gens avec lesquels il faut que tu fasses bien attention parce que ces gens-là, lorsqu'ils retournent dans leur pays, habituellement, c'est la peine de mort qui s'applique. Donc, ils ont tout intérêt à prendre le ou les moyens nécessaires pour rester au Canada. Joseph Kindler était quelqu'un qui était un petit criminel et il avait commis un cambriolage quand même assez sérieux. Et il y avait un de ses complices qui avait accepté de témoigner contre lui, de collaborer avec la police. Et donc, Kindler savait qu'il risquait d'être condamné avec ce témoignage-là. Et c'est cette personne-là qui a été assassinée, selon la preuve, par Kindler.
Donc, il a été battu à coups de batte de baseball et son corps a été jeté dans le fleuve Delaware. Et par la suite, Kindler a été arrêté pour ce meurtre-là. Arrivé au Québec, Kindler s'installe dans la région de Sainte-Adèle. Il réussit à se faire oublier en vivant sous la fausse identité de Scott McGill. Il commet une série de vols par effraction dans des chalets pour subvenir à ses besoins, mais il doit être prudent, car il sait qu'on le recherche activement. Bien, évidemment, là, on a quelqu'un qui est condamné à mort qui s'évade de prison. Donc, c'est quand même pas tous les jours, c'est même extrêmement rare. Il est considéré comme violent, dangereux. Il a tué un témoin. Alors, la police pense qu'il est prêt à tout pour ne pas retourner en prison ou éventuellement l'exécution l'attend en principe. Donc, évidemment, des chasses à l'homme est entreprise. Les polices des États-Unis et du Canada sont avisées. La persévérance des policiers porte fruit. Le 27 avril 1985, soit plus de 6 mois après son évasion, Joseph John Kindler, alias Scott McGill, est arrêté à Sainte-Adèle. Il a été arrêté par les policiers sur le nom de Scott McGill. Maintenant, Kindler ne savait pas, à ce moment-là, que les policiers savaient qu'il s'appelait Kindler. Lors de sa comparution au palais de justice de Saint-Jérôme, le fugitif américain apprend que non seulement il est accusé de vol, mais aussi d'être entré illégalement au Canada. Et donc, il est envoyé à Parthenay. On ne l'envoie pas tout de suite aux États-Unis. Et là, donc, il est incarcéré en attendant d'être jugé pour ses cambriolages canadiens, tandis que les Américains, eux, veulent son extradition pour qu'il soit ramené au pénitencier fédéral américain. À l'époque, la prison de Parthenay est une prison unique au Québec. Elle occupe les étages supérieurs du quartier général de la Sûreté du Québec, un édifice qui en compte 13. C'est la plus haute prison au Canada. C'est une prison, c'est une prison qui flotte dans les nuages. 8 étages de policiers, 1 étage pour la mécanique, la ventilation, tout ça. Et par la suite, 5 étages là, de carcéral. La prison de Parthenay avait été aménagée à la fin des années 60 pour héberger les prisonniers en attente de procès. Fermée depuis 1996, elle est célèbre pour avoir hébergé les prisonniers politiques de la crise d'octobre. Le gros avantage, c'est effectivement sa situation physique. Penser à une évasion, fallait vraiment être très ingénieux. Quelques-uns ont essayé, très peu ont réussi. Et malheureusement, ceux qui ont essayé, souvent se sont retrouvés au sol après un plongeon de plus de 10 étages. Incarcéré dans cette forteresse entre ciel et terre, Kindler attend les procédures d'extradition. Déjà à l'époque, Julius Gray, qui se spécialise dans les affaires de droits fondamentaux, s'était rendu disponible pour Kindler dans sa première cause. M. Kindler m'a juré qu'il était innocent. Ça ne change rien, je lui ai dit, ça ne change rien. Si vous me dites que vous êtes coupable, ma position face à la peine de mort va être exactement la même, et c'est la seule question pertinente au Canada. Je suis persuadé que la justice américaine voudra quand même... Je faisais beaucoup d'immigration à cette époque-là. On a fait une demande en immigration qui a réussi en première instance, mais la Cour d'appel fédérale a cassé. Pendant tout ce temps, Joseph John Kindler se fait une nouvelle vie à l'intérieur des murs de la prison de Parthenay. Je sais pas si ça venait de son expérience dans les prisons américaines, mais gardait ses distances, demandait ce à quoi il avait droit. On peut pas dire qu'on avait de problème avec. On le voyait aller dans les secteurs, tranquille, se mêlait peu aux autres. C'est sûr qu'au niveau du personnel, on avait peu de contact avec. C'était un anglophone qui ne parlait pas français. Par contre, on voyait que c'était quelqu'un qui était très en forme.
Et on voyait qu'il prenait toutes les occasions possibles pour aller au 13e étage, faire de l'exercice. Même chose aussi quand il avait accès au gymnase. Oui, on s'en méfiait. Il était charmant. D'ailleurs, ma femme, qui est mon associée, est allée lui rendre visite aussi. Elle est venue avec la même impression. En dînant ce soir-là, nous nous sommes dit, mais non, cet homme-là n'est pas dangereux. Il n'a pas l'air dangereux, il ne parle pas comme un homme dangereux. Cette éloquence et ce talent qu'il a de charmer les gens, Kindler en donne un bon aperçu dans une entrevue qu'il accorde à une journaliste de CTV. Quand je suis venu ici, je ne pensais pas retourner dans le système judiciaire. Je pensais rester libre sous un nouveau nom. Je n'avais pas prévu être arrêté. Manifestement très, très intelligent, même brillant, et il ne laissait pas sortir les émotions. Malgré son allure pacifique, les gardiens se méfient de Kindler. Ils craignent qu'il ne tente de prendre l'un d'eux en otage pour éviter l'extradition aux États-Unis. Même si un tel incident ne s'est jamais produit, ils redoublent de vigilance face aux criminels américains. L'étroite surveillance dont il est l'objet n'empêchera pas Kindler de concocter un plan d'évasion pour le moins audacieux. Il est prêt à tout pour ne pas retourner aux États-Unis, même à défier la mort en se jetant dans le vide du haut de sa prison. Condamné à la peine de mort pour un meurtre commis de sang-froid, Joseph John Kindler s'est évadé de la prison de Philadelphie en septembre 1984. Il s'est enfui au Canada, où il a été arrêté 6 mois plus tard. Il est incarcéré à la prison de Parthenay en attendant les procédures d'extradition. Il y avait une cour extérieure au 13e étage, entourée de barreaux, avec un plafond. Donc, pas de soleil qui va là, et c'est au grand vent. Au toit, il y avait ce qu'on pourrait appeler des puits de lumière. Il y en avait peut-être 4 ou 5 placés à différents endroits là, dans la cour extérieure pour laisser passer un peu de clarté. Le 23 octobre 1986, par un soir froid et très venteux, Joseph John Kindler décide que le temps est venu de filer. Incarcéré au centre de détention de Parthenay depuis maintenant 18 mois, il tente le tout pour le tout. Kindler séjourne dans l'aile CD du 11e étage, avec une trentaine d'autres détenus. Pendant la soirée, lui et son compagnon d'évasion subtilisent des draps dans les autres cellules. Puis d'après moi, il devait avoir un bon 100 pieds, certains de draps. Si on calcule la distance qu'il y a à partir du 13e étage pour descendre sur le garage de la Sûreté du Québec. Les complices s'organisent pour que les draps se rendent à destination, un peu avant la cloche qui annonce le début de la dernière récréation de la journée, celle de 22 heures. Kindler et un complice, Richard Chevrier, un meurtrier qui devait être transféré la semaine suivante, commencent à marcher en rond dans la petite cour sous l'œil attentif des deux gardiens. Dans le domaine carcéral, tu dois assumer ta propre sécurité et tout ce que tu peux avoir pour augmenter ta sécurité, c'est ton confrère de travail qui est proche. Mais quand une urgence oblige les gardiens à quitter les lieux pour quelques minutes, les deux détenus se retrouvent sans surveillance. S'il y en a un qui doit sortir pour une raison ou une autre, l'autre sort également. On ne peut pas se placer en situation de se faire prendre en otage. La seule façon que ça n'arrive pas, ou de diminuer le risque, c'est de laisser les deux ensemble. Aussitôt hors de vue des gardiens, Kindler s'active. Il récupère les draps cachés dans un coin. Il s'empare de la barre de fer qu'il a volée au gymnase et fracasse le puits de lumière. Revenus à leur poste de garde, les gardiens ont la surprise de leur vie. Le puits de lumière est défoncé et les deux détenus ont disparu. Pendant que le personnel de l'établissement met en place le plan d'urgence,
Kindler et son complice s'affairent à nouer les draps ensemble pour en faire une seule et unique corde. Il fallait qu'ils calculent, premièrement, quelle hauteur que ça avait à partir du 13e jusqu'en bas pour qu'il y ait assez de draps. Il fallait quand même qu'il soit assez en bonne forme physique pour descendre, sans se faire voir. Partenait la dynamique qu'on avait lorsqu'il y avait une tentative d'évasion. Première des choses, c'est les corps policiers sont divisés. Comme on est dans l'édifice de la Sûreté du Québec, la Sûreté du Québec prend le contrôle de l'édifice et la police de Montréal cerne l'établissement. De façon que s'il y a une évasion, que la personne ne puisse pas réussir à sortir du périmètre de l'édifice. Et les agents de service correctionnel, là, bon, on fait rentrer tous les détenus en cellule, on fait une vérification, qui manque, qui est là. Une fois les draps noués, les détenus doivent faire vite. Ils savent qu'à tout moment, ils risquent d'être traqués et mis en joue par les gardiens et les policiers qui travaillent dans l'édifice. Avec l'énergie du désespoir d'un condamné à mort, Kindler descend le long des 12 étages qui le séparent du toit du garage. Si les draps noués à la hâte ne tiennent pas le coup, il est conscient qu'il saute vers une mort atroce. Kindler est descendu le premier, puis il devait peut-être avoir 8 à 10 pieds que les draps touchaient pas au garage. Fait que rendu au bout, il s'est laissé tomber sur le garage. Aussitôt rendu sur le toit du garage, Joseph John Kindler saute en bas sur la terre ferme et se fond dans la nuit noire. Il est un homme libre. Chevrier a suivi. Mais, malheur pour lui, rendu au 3e étage, les draps ont lâché et s'est écrasé mortellement sur le toit du garage de la Sûreté. Probablement que l'autre qui a tenté de s'évader avec l'a aidé. Mais je pense qu'il était suffisamment intelligent pour même pas en avoir besoin. Je sais pas comment il aurait pu faire pour atteindre le plafond de la cour extérieure s'il aurait été tout seul, mais je pense qu'il était capable de le faire. Les enquêteurs Roméo Lecomte et Marcel Lamarche sont chargés des recherches pour retrouver Kindler. Au début de l'enquête, on savait qu'il était américain, qu'il parlait pas un mot français, qu'il n'y avait personne où aller dans la région. Il pouvait aller n'importe où. Il pouvait être dangereux, étant donné qu'il pouvait faire des vols pour se procurer de l'argent. Il pouvait tout faire pour essayer de s'en sortir. Au bout de quelques semaines, une première piste mène les deux enquêteurs sur la réserve amérindienne de Kanesatake, près d'Oka, où un jeune Mohawk dit l'avoir hébergé. Nous sommes allés vérifier, on a rencontré différentes personnes en leur demandant s'ils avaient vu quelqu'un qui parlait juste l'anglais, une personne qu'ils n'avaient jamais vue dans la région. Espérant que Kindler s'y trouve toujours, la Sûreté du Québec décide de surveiller le secteur à bord de véhicules banalisés. Et on n'a eu aucune information additionnelle à part que le jeune Indien l'avait hébergé chez lui pour une journée ou deux. Il était toujours sur ses gardes. C'est qu'à ce moment-là, on a pensé qu'on aurait de la misère à le prendre. Alors, Kindler prend le large et, peut-être étonnamment, parce que c'est là qu'il avait été arrêté la première fois, retourne dans les Laurentides. Quelques semaines plus tard, les policiers sont sur une nouvelle piste. Et cette fois, ils sont déterminés à mettre le grappin sur Kindler avant que celui-ci ne commette l'irréparable. En octobre 1986, un dangereux criminel américain a réussi une spectaculaire évasion de la prison de Parthenay à Montréal.
Joseph John Kindler s'est enfui du 13e étage de l'édifice en confectionnant une corde de fortune à l'aide de draps noués bout à bout. Quelque temps après, les policiers croient l'avoir repéré. Le propriétaire d'un chalet cambriolé a remarqué que le voleur avait passé un appel téléphonique en Pennsylvanie. L'appel date de quelques semaines. Kindler est bel et bien revenu dans la région. Pas exactement au même village, mais retourne refaire sa vie dans les Laurentides sous une identité, une nouvelle identité. Il se fait passer pour un fils d'immigrants hongrois et se fait appeler Mario Dugré. Puis avec le numéro de téléphone, on a vérifié avec le FBI, puis ils nous ont confirmé qu'effectivement, ce numéro de téléphone-là, c'était chez la mère de John Kindler. Fait qu'à ce moment-là, on était certain qu'il était où il avait été dans le secteur. Les policiers apprennent aussi qu'il a changé son apparence. Kindler porte maintenant des petites lunettes. Pendant toute cette cavale, Kindler peut compter sur l'aide d'un citoyen de Saint-Jovite avec qui il devient ami. Cet homme, qui vit en couple, héberge chez lui celui qu'il croit être Mario Dugré. C'est quelqu'un qui a réussi à survivre en étant apprécié des gens, en rendant des services, en ne facturant pas cher. Il y a une carte d'affaires DJ électronique qui montrait aux gens. Il y avait une certaine crédibilité. Il était bon en plus. Il y avait presque rien qui était pas capable de réparer dans le domaine de l'électronique. Pendant près de 2 ans, Kindler joue au chat et à la souris avec les policiers. Mais à l'été 1988, l'étau se resserre sur le fugitif américain. Un appel est entré à l'effet que Kindler demeurait dans la région de Saint-Faustin, au lac Carré. Personne ne soupçonne que derrière son sourire de tombeur se cache un dangereux criminel. Même la conjointe de son protecteur tombe sous son charme. Ils emménagent ensemble. Les policiers se relaient pour épier la maison où Kindler aurait été vu. Mais le fugitif ne donne aucun signe de vie. Au bout de quelques jours, n'ayant toujours pas vu la moindre trace de Kindler, les policiers décident d'en avoir le cœur net. Ils vont cogner à la porte de la résidence. La manœuvre est risquée, car Kindler est peut-être armé. La tension est à son comble. On ne savait pas s'il était armé ou pas, puis vu de la façon qu'il avait commis le meurtre, ben on s'attendait qu'il défendrait sa peau, il ne se laisserait pas prendre facilement. Les policiers cognent à la porte et restent aux aguets. Une femme ouvre finalement aux policiers. Cette dernière nous dit qu'une journée qui était à regarder à l'extérieur, il a vu passer un véhicule avec 2 personnes à bord, 2 hommes, qui a été reviré au bout du rang, puis qui est revenu. À ce moment-là, tout de suite dans sa tête, c'était des policiers. Il a ramassé ses affaires, puis il est parti. Une fois de plus, Kindler échappe de justesse aux policiers qui le pourchassent depuis des mois.
C'est le genre d'individu qui était très suspicieux. Aussitôt qu'il voyait quelque chose qui était pas normal, tout de suite, il attendait pas. Il s'est maintenant écoulé près de 4 ans depuis sa première évasion du pénitencier de Philadelphie. 4 ans durant lesquels il réussit à confondre tout le monde. C'est sûr que lorsqu'on disait à quelqu'un que John Kindler, c'était un tueur qui s'était évadé, on disait ça se peut pas, c'est un gentil monsieur intelligent. Il pouvait pas croire que cette personne-là avait tué, puis surtout la façon que ça s'était fait, tu sais, prémédité, le monde ne croyait pas ça. Il disait, ça se peut pas, c'est impossible. On attendait d'avoir un appel du public et on n'a plus d'autres contacts. Ça a fini là pour nous autres dans le moment, là. Kindler décide de mettre plus de 1000 km de distance entre lui et les policiers de la SQ. Il s'établit à Saint-Jean, une ville de 70 000 habitants au Nouveau-Brunswick. Cette fois-là, il va s'appeler Vernon Roberto Cordato. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'imagination. Il est allé puiser dans différentes cultures pour se faire des identités différentes chaque fois. Toujours aussi habile manipulateur, Joseph John Kindler réussit à se faire engager comme homme à tout faire dans un commerce de location d'outils de Saint-Jean. C'est quand même pas mal pour un fugitif. Il se retrouve au bureau fédéral d'emploi et se fait, avec un faux numéro d'assurance sociale, réussit à se faire placer dans une compagnie de location d'outils. Et là, encore une fois, est très apprécié. On trouve qu'il est débrouillard. C'est un homme qui est très habile de ses mains. On dirait qu'il trouve des solutions à tous les problèmes techniques. Pendant quelques semaines, Joseph John Kindler vaque à ses occupations sans être importuné. Mais un reportage diffusé à la télévision va tout changer. Là, maintenant, le FBI l'a mis sur la liste des 10 criminels les plus recherchés. 10 Most Wanted, la fameuse liste du FBI, et sur les 10 fugitifs sur lesquels la police fédérale américaine met le plus d'énergie, publicise le cas. Il y a la fameuse émission America's Most Wanted, qui est faite en collaboration, au fond, avec le FBI, qui a fait une émission sur Kindler, notamment en interviewant les proches de la victime, de celui qui l'a tué. Et cette émission-là, d'abord, a été diffusée en avril 88 aux États-Unis, donc n'a pas eu de répercussions au Canada. Mais, début septembre 1988, elle est diffusée au Canada. Je venais de finir un quart de nuit, juste avant le congé de la fête du travail. Je suis rentré à la maison. Nous étions samedi, je crois. Nous avons reçu un appel et ma femme m'a réveillé en me disant qu'on me demandait au téléphone. J'ai tenté de me secouer un peu. L'individu au bout du fil est complètement paniqué. Il se présente comme un employé d'un commerce de location d'outils et dit avoir des informations capitales à transmettre aux policiers. L'homme m'a expliqué, en parlant à toute vitesse, que son ami et lui avaient reconnu un des fugitifs de l'émission America's Most Wanted. Un certain John Joseph Kindler, qui aurait commis un meurtre à Philadelphie, aurait été condamné, puis se serait évadé du couloir de la mort. L'ami en question était un collègue de cet individu. John Wilcox se rend chez son informateur. Il rencontre 2 hommes qui semblent en proie à une angoisse insurmontable. Ils étaient terrifiés à l'idée de retourner au travail le mardi, au retour de la fête du travail. Ils étaient convaincus que Kindler se douterait de quelque chose, car ils n'arrivaient pas à maîtriser leurs émotions. Les policiers de Saint-Jean se réunissent d'urgence pour élaborer une stratégie. Mais avant de passer à l'action, ils s'informent sur Kindler auprès du FBI. Ce qu'ils apprennent sur le criminel donne froid dans le dos. Joseph John Kindler
un dangereux criminel américain qui a commis une double évasion, a été repéré par les policiers de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Alors que ces derniers planifient l'arrestation du fugitif, ils apprennent de leurs collègues du FBI la véritable identité de leur suspect. Le FBI m'a averti qu'il ne se laisserait pas prendre vivant, qu'il avait déjà tué quelqu'un et qu'il n'avait rien à perdre. Ils nous ont suggéré de garder nos distances et de nous tenir prêts. S'il devait réagir de manière suspecte, nous n'aurions pas le choix de tirer. C'est tout un avertissement que le FBI vient de servir aux policiers de Saint-Jean. Avec ces informations en main, les policiers en viennent à la conclusion qu'il est trop risqué de procéder à l'arrestation de Kindler à son lieu de résidence. Nous savions qu'il habitait à l'extrémité nord de la ville, avec un couple plus âgé. Nous redoutions qu'il se barricade dans la maison. Nous ne voulions pas courir ce risque. Le couple de personnes âgées risquait d'être pris en otage et d'être blessé ou tué. Pour minimiser les dommages collatéraux, les policiers décident de procéder à son arrestation à son lieu de travail. Donc, la police, avec l'employeur, réussit à mettre sur pied un scénario où on s'arrange pour que Kindler ait porté de l'équipement à l'extérieur de l'édifice. Les policiers doivent obtenir la collaboration d'au moins un des employés du centre de location d'outils. C'est l'assistant gérant qui est désigné pour leur servir de complice. Nous avons échafaudé un scénario. Nous allions arriver dans un camion avec un rotoculteur ayant besoin de réparation. Et nous allions être vêtus de chemises de bûcheron et de casquettes. Nous avons demandé à l'assistant gérant s'il était à l'aise avec ce plan. Il n'aurait qu'à nous amener à l'arrière et à demander à Kindler d'effectuer la réparation. Nous nous occuperions du reste. Pour assurer un maximum de protection aux personnes impliquées dans cette opération, on déploie un dispositif policier important. M. Kindler transportait toujours un sac à dos avec lui. Nous suspections qu'il y transportait peut-être une arme, en plus de son repas. Il le déposait dans un casier verrouillé sur son lieu de travail. Il portait toujours des pantalons cargo et les grandes poches de chaque côté des jambes étaient toujours bombées. Nous supposions donc qu'il était armé. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Nous n'allions pas risquer qu'il retourne dans la communauté. D'une manière ou d'une autre, soit il allait en prison, soit il allait à la morgue. Il n'y avait pas d'autre option. C'était notre mot d'ordre. Le matin du 6 septembre 1988, plusieurs policiers participent à l'opération. John Wilcox et son partenaire se font passer pour des clients. Ils arrivent à bord d'un camion qu'ils stationnent près de la bâtisse. Le détective Victor Hawkins observe la scène de sa camionnette stationnée sur le côté de la rue. Plusieurs policiers, dont des tireurs d'élite, sont dissimulés aux alentours. Un autre policier se faisant passer pour un client se trouve aussi à l'intérieur du commerce. Au moment convenu, l'agent Wilcox et son confrère entrent dans le commerce et commencent à discuter avec l'assistant gérant. Celui-ci a visiblement les nerfs à fleur de peau. Les policiers craignent le pire. Son comportement pourrait mener à la catastrophe.
Le plan était de faire sortir Kindler du garage et de l'amener au rotoculteur. L'assistant gérant lui a donc demandé de s'occuper de nous. Le problème, c'est qu'il parlait à une vitesse incroyable. J'ai donc dû intervenir. Je me suis mis à parler de ce rotoculteur et des problèmes que j'avais eus. Je lui ai demandé de sortir cette machine de mon camion. Il m'a répondu oui, sans problème. Le détective Hawkins et ses hommes sont en embuscade autour du commerce. Ce sera difficile pour Kindler de leur échapper. Je devais arriver dans le camion anti-émeute qui contient de l'équipement pour ce genre d'opération et le garer de l'autre côté de la rue, devant l'entrée principale, pour être face à M. Kindler quand il se dirigerait vers le camion. Un autre agent civil devait se garer devant la bâtisse. Son rôle était d'entrer dans le magasin et de prétendre vouloir acheter ou louer de l'équipement. Quand M. Kindler arriverait à l'arrière du camion, l'agent devait sortir de la bâtisse pour indiquer au gérant de verrouiller la porte du garage et la porte avant. Au grand soulagement de l'assistant gérant, Joseph John Kindler accepte de suivre les deux faux clients à l'extérieur. Discrètement, l'assistant gérant verrouille la porte du commerce derrière eux. Nous sommes sortis de la bâtisse et il nous a devancés. Nous lui avons dit que la machine était dans le camion et que celui-ci était débarré. Il a donc mis les mains sur les poignées arrière du coffre. Nous avions décidé que ce serait notre signal. Nous devions alors lui dire qu'il était en état d'arrestation. J'ai crié « Kindler, police de St. John, vous êtes en état d'arrestation. » Il a baissé la tête, 1 ou 2 secondes, puis il a relâché les poignets. Je lui ai dit de se coucher au sol immédiatement, mais il ne l'a pas fait. Il s'est tourné vers nous de biais. Nous avons reculé d'environ 3 pas pour nous distancer un peu. Il se tenait là, de côté, presque en position de combat. Il nous regardait et il n'obéissait pas. Tout le monde retient son souffle. Les policiers savent qu'ils ont devant eux un homme téméraire et qui n'a rien à perdre. Le 6 septembre 1988, les policiers de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick sont sur le point d'arrêter Joseph John Kindler, un dangereux fugitif en cavale depuis 4 ans. Condamné à la peine de mort aux États-Unis, Kindler est prêt à tout pour ne pas retourner en prison. Quand nous avons reculé, il n'obéissait toujours pas. Comme nous l'avions prévu, l'équipe a réagi dès que je lui ai dit qu'il était en état d'arrestation. Kindler a entendu le bruit des armes tout près et a vu les tireurs s'approcher. Il a dû se rendre à l'évidence et comprendre qu'il était cerné. Encerclé de toutes parts, Joseph John Kindler lève les mains et s'agenouille au sol. Les policiers lui passent immédiatement les menottes. Je crois sincèrement que même si nous avions reculé de quelques pas, si les tireurs n'avaient pas été là, Kindler se serait débattu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il aurait tenté sa chance. Encore là, il use de son charme. On lui dit qu'il est arrêté parce qu'il est Joseph Kindler. Du coup, vous vous trompez. Là. Vraiment, je ne sais pas de qui vous parlez. Il a dit que son nom était Robert Vernon Cordato. Et il est resté très détendu, très calme. Ce qui était étonnant.
Il était très convaincant. Il a réussi, jusqu'à un certain point, à me faire douter. Et je me suis demandé si nous tenions un innocent ou s'il s'agissait bel et bien de M. Kindler. L'individu arrêté est bel et bien Joseph John Kindler, auteur d'un meurtre sordide commis à Philadelphie et spécialiste des évasions. Après 4 ans de cavale, celui dont le nom figure sur la liste des 10 criminels les plus recherchés aux États-Unis est finalement arrêté. On a reçu un téléx de la police municipale de Saint-Jean à l'effet qu'il détenait John Kindler, un individu que nous recherchions pour évasion sur mandat d'arrestation. On lui a dit que de l'idée qu'on irait le chercher. Le rapatriement de Kindler au Québec doit se faire sous haute surveillance. Il n'est pas question que le meurtrier s'échappe une nouvelle fois. On l'a emmené en arrière de l'avion. Moi, je me suis à côté de lui, puis Marcel, c'était assis à ma droite, je pense. Puis là, ils ont embarqué les passagers. À aucun moment donné, il a fait de gestes pouvant nous faire penser qu'il aurait voulu essayer de s'évader ou de calme. Puis avant d'arriver à Dorval, j'ai demandé au pilote qui fasse un appel à la GRC. Puis il y a un escorte qui nous attend sur le tarmac au pied de l'avion. Kindler est à nouveau emprisonné à Parthenay, d'où il sait qu'il lui sera bien difficile de s'évader une fois de plus. Il ne pourra pas faire son coup une 3e fois, il ne s'évadera pas. Mais ce qu'il recherche, c'est un jugement de la Cour pour ne pas retourner aux États-Unis. Et s'engage alors une bagarre juridique qu'on peut dire historique et qui a changé le droit au Canada. Son avocat, Julius Gray, plaide que ce serait inconstitutionnel, ce serait une violation de ses droits fondamentaux que de renvoyer Kindler aux États-Unis où on sait qu'il va subir la peine de mort ou disons qu'il risque de la subir pour être soumis à ça. Moi, la peine de mort est un mal absolu. Je me battrai toujours contre ça dans toutes ses formes. Donc, quand il aurait pris, il faut s'y mettre encore. Il faut obtenir un jugement de suspension de l'extradition de la Cour fédérale. La bataille juridique du criminel américain va durer 3 ans. Pendant tout ce temps, les autorités craignent une nouvelle évasion. À un point tel qu'en attendant le verdict de son appel, il est transféré à la prison d'Orsainville, où il est isolé 23 heures sur 24. Mais la base de ma plaidoirie, c'était que la peine de mort était devenue une peine cruelle et inusitée. Inusitée parce qu'on n'en faisait pas au Canada. Cruelle parce que qu'est-ce qui peut être plus cruel que ça? L'affaire va aller jusqu'en Cour suprême. Et là, la Cour va se diviser comme rarement et avec beaucoup d'émotion. C'est une cause très marquante à la Cour suprême en 1991, l'affaire Kindler, où 4 juges contre 3 décident qu'il doit être renvoyé. Le jour même du jugement de la Cour suprême, soit le 27 septembre 1991, des agents du FBI viennent cueillir Joseph John Kindler à la prison d'Orsainville, dans la région de Québec. Ce matin-là, je n'ai pas pu même informer M. Kindler. Il était déjà parti, isolé, c'était quelques mois après l'audition, et il est parti ce matin même pour les États-Unis. Plus de 20 ans après son extradition, Joseph John Kindler croupit toujours derrière les barreaux en attente de l'exécution de la peine de mort prononcée contre lui. Tout comme son procès hautement médiatisé et son évasion spectaculaire de la prison de Parthenay, la cavale de Kindler aura marqué les annales judiciaires canadiennes. Ben, c'est sûr, j'aurais aimé ça l'arrêter moi-même. Ça aurait été un petit velours, parce que on avait mis tellement de temps, on avait été tellement proche de l'avoir que c'était décevant un peu. Mais on était content pareil qu'il soit arrêté parce que ça enlevait une personne dangereuse sur le marché. En ce qui a trait au stress, sur une échelle de 1 à 10, je dirais que nous étions à 9. Voire à 10.
C'était très, très stressant.